Là, on fait face au système D avec des gens qui ont mis les couvertures de survie, donc dans le bon sens, la face argentée vers l'extérieur, avec des rideaux à l'intérieur. Le deuxième étage qui n'a mis que des rideaux à l'intérieur, donc je suis sûr qu'il y fait plus chaud qu'au premier étage. Et puis les 2 étages au-dessus où ils n'ont rien fait, et là, c'est sûr, c'est la fournaise. C'est vraiment l'exemple typique du fait qu'on ait construit des choses pour un climat qui n'existe plus. Là-bas, il y a déjà des éléments d'architecture qui sont un petit peu mieux. On voit que l'étage du dessus fait un peu d'ombre sur l'étage en dessous grâce au balcon, mais ça n'a pas été pensé complètement pour ça. Donc il y a des endroits où ça fait juste une toute petite bande. Il faudrait que ça soit des choses plus avancées. Je m'appelle Alexandre Florentin, j'ai 40 ans, je suis ingénieur. Je travaille sur les questions de sécurité climatique et notamment comment est-ce qu'on va apprendre à vivre avec les canicules. J'ai été élu local à Paris et grâce à ça, j'ai présidé la mission transpartisane Paris à 50 degrés. Un immeuble de bureau, le classique, où on a envie que ce soit le plus transparent possible, avec des utilisateurs qui ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres. Dans les bâtiments modernes, on a beaucoup enlevé du pouvoir d'agir des utilisateurs et utilisatrices. Et donc ça, c'est une cocotte minute. Ce genre d'immeuble ne peut fonctionner que grâce à la clim. Mais on l'a vu dans la dernière canicule, et des fois, les réseaux de froid, ils arrêtent de fonctionner parce qu'ils ont été dimensionnés pour fonctionner entre 42 et 45 degrés. Et là, le fait d'avoir accumulé beaucoup de chaleur, on a noté pas mal de dysfonctionnements. En fait, là, en moins de 2, si la clim se coupe, ça devient vraiment une serre. Donc tout va bien tant que ça fonctionne et puis après, paf, ça peut basculer. Or, dans le climat de demain, on est sur des températures où on va avoir de plus en plus de problèmes. On comprend bien qu'il y a une limite structurelle à la capacité d'un réseau à rafraîchir des mètres carrés. Est-ce qu'on veut que ce soit pour un design comme ça ou est-ce qu'on veut que ce soit pour l'hôpital d'à côté ou 10 écoles? C'est ça aussi qu'on va devoir faire comme choix. En fait, la clim, c'est un bout de la solution et elle est plutôt à la fin d'un point de vue du design. Je te donne un exemple, c'est anecdotique. Mais par exemple, dans les pays chauds, les gens ont plus de voitures blanches, de voitures claires. L'habitacle là, de la voiture plus foncée, il va être plus chaud au démarrage. Quand on va mettre à la clim, il va falloir plus de temps, plus d'énergie, donc ça va te coûter plus cher, de la refroidir. Donc des fois, c'est vraiment des choses de design qui vont nous aider. Ça ne solutionne pas tout le problème, mais ça va y participer. Et on a vachement parlé justement du blanc de Meudon. Apparemment, on perdrait entre 5 et 10 degrés par pièce, donc franchement, il faut absolument qu'on teste ça, parce que là, cette semaine, ça va être horrible. Tu n'as plus qu'à badigeonner tes vitres côté extérieur avec ta préparation. N'hésite pas à l'appliquer en couche épaisse pour renvoyer au maximum les rayons du soleil. Ah, ça marche vraiment ça? Oui, ça marche. En gros, toutes les surfaces plus claires, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont réfléchir la lumière. Tandis que les surfaces foncées, elles vont en partie absorber cette lumière-là et le transformer en chaleur. Par contre, au niveau du sol, il y a un effet qui est un petit peu différent quand c'est des espaces piétons, qui est que puisque ça va réfléchir, ça va aussi se réfléchir sur moi. Donc par exemple, repeindre en blanc la place de la République, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux mettre des dispositifs d'ombrage, par exemple. Plutôt sur les toits. Oui, sur les toits, c'est bien. Éloigner la chaleur. Exactement. Tous les matériaux naturels sont en général mieux par rapport aux fortes chaleurs. Donc tout ce qui va avoir des fibres naturelles, donc les bétons de chanvre, il y a plein de choses. C'est-à-dire que là, on a accès à de l'innovation ou alors des techniques anciennes qu'on remet au goût du jour, comme la terre cuite, la terre paille. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Par contre, ça ne permet pas forcément de construire des grandes tours comme on a pour des tours en verre et en béton. Mais on ne peut pas tout avoir. Et alors là, superbe exemple, la bibliothèque François Mitterrand. Et il fait une chaleur, ce truc est un four. Donc, tu vois, c'est pas très vieux. Pendant la mission Paris à 50 degrés, on avait montré ça, qu'il y avait des choses qui sortaient de terre en 2023 qui n'étaient pas adaptées au climat de 2023. Là, il y a un bâtiment qui est rénové à côté de chez moi en utilisant des matériaux qui sont efficaces pour l'hiver, genre la laine de verre, oui, mais qui sont moins efficaces pour l'été. Est-ce que ça a été un problème aussi? On a subventionné beaucoup justement l'isolation des bâtiments, mais pour l'hiver et pas pour l'été? En fait, on a sous-estimé la vitesse à laquelle le climat changeait. C'est normal mentalement de se dire oui, on s'isole mieux l'hiver pour moins consommer d'énergie, pour moins émettre de gaz à effet de serre. Sauf qu'en fait,
c'était faire le pari unique que on n'allait pas changer le climat. Et du coup, c'est pas qu'on s'est tiré une balle dans le pied, mais il va falloir qu'on change de stratégie, ça c'est certain. Là, on a changé de rue, on a perdu 10 degrés. Ouais, au moins. Au moins. Donc là, on a deux effets. On a l'orientation de la rue qui est différente. Donc les bâtiments eux-mêmes font de l'ombre sur la rue. Et en plus, on a des arbres. Les arbres, ils produisent à la fois de l'ombre et ils ont un effet brumisateur parce qu'en fait, ils viennent pomper l'eau qu'il y a dans le sol et ils le brumisent en toutes petites gouttelettes. C'est complètement invisible. Mais du coup, il y a ce double effet. Et c'est sûr que les gens qui habitent ici sont plus au frais que la rue d'à côté. Là, c'est pareil, hein. Tu vois le dégradé de température en quelques mètres. On voit bien qu'il y a différentes couches de verdure qui nous font de l'ombre. Et puis l'effet d'évapotranspiration dont je parlais, c'est pas juste les arbres qui font ça, c'est tout ce qui a des feuilles. Donc même ça va venir faire un petit effet brumisateur. Tu vois, là-bas c'était hyper dense en arbres. Là, ça l'est un peu moins, il fait déjà plus chaud. Le petit arbre là, le temps qu'il grandisse, qu'il fasse de l'ombre comme ses grands frères derrière, va falloir quelques décennies. Donc d'ici là, il faut qu'on ait d'autres stratégies et puis qu'on les chérisse. Hein. Il va falloir qu'on aide le monde végétal. Il faut arrêter les projets de promotion ou de travaux qui vont venir couper des arbres. En fait, on se tire une balle dans le pied. Un arbre, ça met du temps avant de grandir. Dans une ville dense comme Paris, évidemment ça passe par ne pas les couper, mais ça passe aussi par le fait de les aider à avoir un sol de qualité. Parce que ce qui va faire la santé du monde végétal, c'est aussi beaucoup ce qui se passe au niveau des racines. Donc il y a à protéger l'existant et puis il y a à développer les choses. Donc là, on est sur du fait d'enlever le bitume, d'enlever des matériaux qui vont venir emmagasiner la chaleur pour avoir le plus possible un sol vivant, un sol sur lequel on va avoir différentes hauteurs de végétal qui va pousser. Là, tu vois, c'est intéressant, on a des pavés qui sont espacés. Et donc l'eau, elle va pouvoir s'infiltrer aussi par là. Et donc, si tu commences à avoir de la pluie, le sol il va être plus frais parce que l'eau ne sera pas juste évacuée rapidement. Parce que, évidemment que là, on parle beaucoup des canicules, mais il ne faut pas oublier qu'un autre effet, c'est les fortes pluies. Et Paris n'est pas prête à ça. Et plus tu vas avoir un sol qui va pouvoir venir laisser l'eau descendre tout doucement plutôt que ça devienne une sorte de rivière urbaine, et mieux ça va être. Donc tu vois, tout ça c'est de la haute couture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique comme ça. On sait que on va avoir besoin de la climatisation, la question c'est pour quel usage, quelle technologie, en cas de panne, qu'est-ce qu'on peut faire. On sait qu'on va avoir besoin de la végétalisation, mais ça prend du temps, et le végétal aussi. À l'été 2022, à Paris, au mois de juillet, j'en ai un souvenir vraiment très viscéral, les feuilles tombaient des arbres. C'est l'arbre qui se protège en fait en faisant ça. Je dis ça parce que à la fois il y a plein de solutions d'adaptation et il faut vraiment qu'on discute des solutions organisationnelles, mais on voit aussi qu'il y a des limites. Donc il faut qu'on arrête de changer le climat, sinon on n'y arrivera pas. Tous les travaux montrent deux choses. D'une part, c'est qu'on ne pourra pas tout adapter, donc il va falloir accepter qu'il y ait des trucs qui ne fonctionnent pas, fonctionnent plus, ou qu'on arrête certains services. Par exemple, en ce moment, les livraisons à domicile, elles ont été arrêtées entre, je crois que c'est 14h et 22h dans certaines zones où il y a une alerte orange ou rouge. C'est pour protéger les travailleurs. Est-ce qu'on ne récupère pas les normes qui sont celles des pays du Sud, où souvent les rythmes sont un peu décalés, l'école est un peu plus tôt? Tout à fait. Nous, dans nos pays tempérés, où on n'avait ni beaucoup trop froid ni beaucoup trop chaud, il y avait une sorte de vie facile ou de vie stable dans l'année.
Bah là, on va vers un climat plus chaud. On est en train de retrouver cette saisonnalité et ça fait partie des leviers d'adaptation. Donc là, on a un bâtiment qui est toujours à peu près sud-sud-ouest. Donc il est 17h20 en plein cagnard. L'immense majorité des gens a fermé ses volets externes. Et puis, il y a quelques personnes qui laissent le volet ouvert, les fenêtres ouvertes. Ça nous montre que tout le monde n'a pas les bons réflexes vis-à-vis de la chaleur. On pourrait parler d'une culture de la chaleur qui n'est pas complètement intégrée. En fait, notre ressource la plus limitée par rapport compte tenu de la vitesse à laquelle le climat change, c'est le temps. C'est vraiment ça. Parce que techniquement, on sait faire. On sait faire, d'ailleurs on le voit bien, il y a bien des métros dans des pays beaucoup plus chauds, il y a bien des trains dans des pays plus chauds, il y a bien des clims dans des pays plus chauds, etc., etc. Tout ça fonctionne bien. Simplement, ça a été pensé pour. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a pensé notre société pour un certain climat. Ce climat est en train de changer et donc notre société, elle a du mal à fonctionner. Donc oui, il va falloir qu'on fasse des investissements et qu'on ait des solutions techniques, mais il va falloir beaucoup jouer sur les leviers organisationnels parce que c'est les plus rapides à déclencher. Par exemple, les changements d'horaire de l'école. On pourrait faire comme certains pays du Maghreb, de commencer l'école 1 heure plus tôt à l'arrivée de la saison chaude. On comprend que c'est actionnable pour l'été prochain. C'est pas le cas de faire des rénovations lourdes pour toutes les écoles de France. Il va falloir entre 20 et 30 ans au rythme où on sait le faire. Alors, le chaud tue les personnes à la rue, les personnes âgées isolées principalement. Donc il y a vraiment un facteur solitude qui est très important, mais on voit que ça touche beaucoup d'autres personnes. Par exemple le 22 juin, donc le lendemain de la fête de la musique, aux urgences, il y avait beaucoup de jeunes. À des moments, c'était plutôt même des profils de sportifs qui avaient été touchés par la canicule. Et puis au bout d'un moment, ça touche tout le monde. Donc il ne faut pas réfléchir que par rapport aux personnes à la rue. Là, je donnais des exemples, hein. C'est les personnes qui habitent sous les toits, c'est des parents qui n'en peuvent plus parce que leurs enfants souffrent aussi. Et donc à un moment, il fait trop chaud chez eux, où est-ce qu'ils peuvent aller? Et tu vois, dans l'urgence, dans la difficulté, on est juste à côté de Bercy Arena, qui est climatisé. On va devoir se poser la question de tiens, est-ce qu'il faut qu'on accueille un public vulnérable plutôt que tel événement sportif ou tel spectacle? Parce que là, c'est une question de vie ou de mort pour une partie de la population. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à mutualiser ces lieux-là. Donc il y a deux choses qu'on peut faire dans l'urgence. C'est travailler l'ombrage et travailler le partage des lieux frais, qu'ils soient naturellement frais ou qu'ils soient climatisés. En France, on n'a pas vraiment cette culture-là, mais tendre des voiles ou tendre des dispositifs qui vont faire de l'ombrage sur les rues ou qui vont être à l'extérieur du bâtiment et qui vont faire de l'ombrage dessus, ça existe, c'est techniquement pas très compliqué. Les magasins pourraient, un peu comme sur le pourtour méditerranéen, installer des store bands, tu sais, donc quand tu as la paroi du bâtiment, comme ça c'est des stores qui vont assez loin pour comme ça que le trottoir soit ombragé. Un autre truc aussi, c'est que les systèmes d'ombrage vont venir faire baisser la température au niveau du sol dans les espaces publics, mais ça va aussi faire baisser les besoins de frais dans les bâtiments. Donc c'est pas soit ça, soit la clim, soit la rénovation lourde, c'est qu'en fait on va devoir articuler toutes ces solutions. Le climat ne nous fait pas de cadeau, en fait. Il va falloir qu'on se réveille par rapport à l'inertie technique, en termes de stratégie, en termes de pensée, de planification. Il y a vraiment un point sur lequel je voudrais insister, si tu me le permets, c'est que les pouvoirs publics ne pourront pas tout. C'est-à-dire même des pouvoirs publics qui seraient très allants sur la question, ils vous diront, et les pompiers le disent par exemple, je veux dire voilà, ils savent gérer des crises, mais ils disent qu'ils ont besoin que la population monte en compétences, en capacité d'action collective. Et c'est pour ça qu'avec d'autres personnes, notamment, on a fondé un mouvement collectif qui s'appelle Demain 50 degrés. En amont des canicules, on a des mamans. Elles ont réussi à convaincre la maîtresse, réussi à convaincre la directrice et elles ont pris une classe et elles ont fait un test là-bas avec des couvertures de survie. Elles ont mis des thermomètres dehors, à l'intérieur et dans la classe d'à côté. Et elles ont gagné comme ça 4 degrés. 4 degrés,
c'est à la fois peu, mais c'est aussi énorme parce qu'en fait, ça permettait de rendre la température dans la classe acceptable. C'est-à-dire les enfants ont dit que pour eux, ça allait, tandis que dans la classe d'à côté, où il faisait 4 degrés de plus, les enfants s'en plaignaient et voulaient faire classe dans la classe qui avait été protégée. Donc évidemment, ça ne fait pas tout, mais si tu prends 4 degrés comme ça, que tu apprends à bien aérer la nuit grâce à un dialogue avec la mairie pour changer le gardiennage et tout, tu peux gagner encore d'autres degrés. Et on a des exemples comme ça dans le sud de la France où là, c'est des projets sur 1 an, mais avec des ajustements où on parle de quelques dizaines de milliers d'euros versus une rénovation lourde qui coûte plusieurs millions. On a gagné comme ça 10 degrés et il y a des endroits où l'école a pu continuer à fonctionner. Et donc, c'est un mélange de technique et d'organisationnel. Et l'organisationnel, c'est des conquêtes. Voilà. Donc, il va falloir qu'on s'organise pour peser dans les arbitrages, peser dans les décisions publiques pour que ça aille dans le bon sens.